La lumière d'Ulanor s'était éteinte. L'empereur s'était retiré sur Terra, laissant derrière lui un empire en pleine expansion et un fils chargé de le gouverner. Horus Lupercal, le maître de guerre, portait désormais seul le fardeau de la croisade. Ses flottes sillonnaient les étoiles, ses légions conquéraient au nom d'un père absent, et partout dans la galaxie, l'humanité s'inclinait devant le symbole de l'Aquila. Mais sous la gloire, la discorde grandissait. Les primarques, jadis unis, commençaient à douter. Certains enviaient la place du maître de guerre. D'autres craignaient les secrets de l'empereur, enfermé dans les profondeurs de son palais. L'impérium, immense et triomphant, n'était plus un empire d'acier, mais un édifice de verre. Et c'est alors, dans ce climat de tension et de rivalité, qu'éclata la plus grave controverse depuis le début de la Grande Croisade. Elle ne concernait pas les armes, ni les frontières, ni les mondes à conquérir, mais l'âme même de l'humanité. Car au cœur de l'impérium naissant, une question se dressait. Les pouvoirs psychiques de l'esprit étaient-ils un don divin, ou une hérésie à éradiquer? Et c'est sur le monde de Nicaea, dans le silence de ces amphithéâtres de marbre blanc, que l'empereur allait rendre son jugement. Un jugement qui diviserait ses fils, et ouvrirait la voie à la chute de plusieurs d'entre eux. Depuis les âges les plus sombres, l'humanité avait connu ces individus porteurs de dons psychiques, capables de lire les pensées, de projeter des flammes venues d'un autre plan d'existence ou de déchirer la réalité elle-même. Les psycheurs représentaient à la fois une bénédiction et un péril. Car ces pouvoirs ne provenaient pas seulement d'une mutation naturelle, ils ouvraient des portes vers le warp, cet océan de cauchemars peuplé d'entités prédatrices. Chaque psycheur était un phare dans les ténèbres, et là où brillait cette lumière, les ombres du chaos s'agglutinaient. Dans l'impérium naissant, la question devint cruciale. Pouvait-on utiliser les psycheurs comme un outil pour renforcer l'humanité? Ou devaient-ils être vus comme une hérésie vivante, une menace qui finirait inévitablement par consumer l'œuvre de l'empereur? Les primarques eux-mêmes étaient divisés. Certains, fascinés par la puissance de l'esprit, voyaient dans les psycheurs un potentiel immense. Magnus le Rouge, maître de la 15e Légion, plaidait avec une éloquence ardente en faveur de leur usage. Pour lui, l'avenir de l'impérium reposait sur la compréhension et la maîtrise du warp. Il affirmait que le rejet de ces dons reviendrait à se priver d'une arme décisive dans une galaxie où les forces du chaos menaçaient à chaque pas. Les Thousand Sons, sa légion, incarnaient cette vision. Des guerriers érudits, autant sorciers que soldats, qui voyaient dans la connaissance l'ultime bouclier contre l'ombre. Mais face à lui se dressaient des voix farouches. Leman Russ, le roi loup de Fenris, dénonçait les psycheurs comme des sorciers corrompus. Pour lui, leur pouvoir n'était pas un don mais une malédiction, une porte béante vers la damnation. Mortarion, forgé dans les brumes empoisonnées de Barbarus, les haïssait tout autant. Il voyait en eux la même sorcellerie qui avait asservi son peuple sous le joug des tyrans nécromanciens. Rogal Dorn, stoïque et pragmatique, affirmait qu'il constituait un risque trop grand pour la stabilité militaire de l'impérium. Entre ces positions extrêmes, d'autres primarques hésitaient. Certains admettaient l'utilité des psycheurs, mais craignaient leur danger. D'autres restaient silencieux, attendant le jugement de l'empereur. Au sein même des légions, la controverse grondait. Depuis le début de la croisade, des institutions appelées Librarius avaient été fondées, regroupant les psycheurs Space Marines pour canaliser leurs dons. Ces guerriers, en armure et portant le sceau de leur légion, avaient démontré une efficacité redoutable au combat. Mais leur simple existence posait une question fondamentale. L'impérium devait-il s'appuyer sur de tels pouvoirs? Ou, en le faisant, ouvrait-il la voie à une corruption inévitable? Ce fut pour répondre à ces inquiétudes que l'empereur convoqua le concile de Nicaea. Sur ce monde paisible, au milieu de vastes salles de marbre blanc et d'assemblées solennelles, se retrouva toute l'élite de l'impérium, les primarques, les commandants des légions. Là, sous le regard de son père, chaque fils put exprimer sa vision de l'avenir. Le débat allait bientôt devenir l'un des moments charnières de l'hérésie d'Horus. Car la controverse des psycheurs, bien plus qu'un simple désaccord,
opposaient deux visions irréconciliables de l'humanité. Celle d'un empire forgé par la seule raison et la pureté, et celle d'une humanité assumant sa mutation et son lien dangereux avec l'immatériel. L'empereur, en écoutant ses fils et ses serviteurs, savait déjà qu'il devrait trancher. Et quel que soit son choix, il marquerait à jamais l'équilibre fragile entre ses enfants. Lorsque vint le tour de Magnus le Rouge de prendre la parole au concile de Nicaéa, un silence solennel s'abattit sur l'assemblée. Le géant d'albâtre et de feu s'avança au centre du grand amphithéâtre de marbre. Sa stature surplombait celle de ses frères, et son unique œil incandescent brillait d'une intensité hypnotique. Drapé dans des robes écarlates, orné de symboles ésotériques et d'artefacts psy, il incarnait plus que tout autre primarque la puissance et le mystère du Warp. Magnus, plus qu'aucun de ses frères, avait exploré les arcanes de l'immatériel. Depuis son enfance sur Prospero, il avait étudié sans relâche les flux et reflux du Warp, cherchant à en percer les secrets. Là où d'autres voyaient une mer de cauchemars, lui discernait un océan de possibilités. Pour lui, la connaissance n'était pas une menace, mais une arme, et le refuser équivalait à marcher aveuglément dans les ténèbres. Sa voix résonna dans la salle, grave et persuasive. « Père, frère, Seigneur de l'Imperium, vous craignez le Warp et vous avez raison de le craindre. Mais craindre n'est pas fuir. Nous, les psycheurs, ne sommes pas des abominations. Nous sommes l'avenir. Sans nous, l'humanité est aveugle dans une galaxie pleine de prédateurs. Sans nous, l'Imperium marche vers une guerre qu'il ne peut gagner. » Il plaida que les psycheurs n'étaient pas des monstres, mais des guides nécessaires. Que leur puissance, encadrée et disciplinée, pouvait offrir à l'Imperium des armes incomparables. Les Librarius, disait-il, n'étaient pas des foyers de corruption, mais des institutions de savoir, où l'on enseignait la maîtrise plutôt que le chaos. Il évoqua même les astropathes et les navigateurs, dont les dons psychiques rendirent possible la traversée du Warp. Sans eux, l'Imperium n'aurait jamais pu exister. « Comment ?» demanda Magnus. « Pouvez-vous rejeter la psyché alors même qu'elle est la clé de notre empire ?» Sa rhétorique frappa juste. Il peignait une vision d'avenir, où les psycheurs seraient les éclaireurs de l'humanité, les gardiens contre les ténèbres. Il affirma qu'un jour, l'empereur lui-même ne pourrait pas éternellement protéger l'Imperium des puissances du Warp, et que ce jour venu, seuls les psycheurs entraînés pourraient tenir la barrière. Derrière son discours brûlait aussi une blessure intime, celle de se voir sans cesse accusé, rejeté par ses frères les plus farouches. Magnus, le savant, le visionnaire, croyait sincèrement être l'unique à percevoir l'ampleur du danger. Mais son plaidoyer, malgré sa clarté, fut accueilli par des regards froids. Car dans la salle, plusieurs de ses frères voyaient non pas un prophète, mais un sorcier. À leurs yeux, sa magnificence n'était qu'orgueil, et ses connaissances n'étaient que poison. Les runes scintillant sur ses vêtements, les énergies qui palpitaient autour de lui, tout cela ne faisait que renforcer la méfiance. Ainsi, son plaidoyer pour la connaissance devint aussi une déclaration de rupture. Aux yeux de ceux qui haïssaient la sorcellerie, Magnus confirmait leur pire crainte, qu'il avait déjà franchi la ligne interdite. Mais pour ses partisans, et pour une partie de l'Assemblée, il incarna ce jour-là l'image de l'avenir, celle d'un impérium éclairé, où la science et la psyché marcheraient main dans la main, au lieu d'être étouffées par la peur. Le silence qui suivit son discours fut lourd de tension. La parole allait bientôt passer à ceux qui le condamnaient, et la fracture au sein des fils de l'empereur n'avait jamais paru aussi profonde. Lorsque Magnus acheva son plaidoyer, la salle resta figée dans un silence tendu. L'air vibrait encore des énergies psychiques qu'il avait involontairement laissé s'échapper, comme si son discours lui-même avait invoqué la force du Warp. Mais bientôt, une autre voix tonna, rude et tranchante comme une lame tirée de son fourreau. Leman Russ, le roi loup de Fenris, se leva brusquement, son armure décorée de trophées bestiaux, ses yeux flamboyants sous sa crinière sauvage, tout en lui respirait la méfiance et la colère. Sa voix résonna comme un grondement de tonnerre dans le marbre blanc de l'assemblée.
Ce que tu appelles connaissance, Magnus, je l'appelle sorcellerie. J'ai vu ce que font les sorciers. J'ai vu des mondes entiers corrompus, des peuples réduits en esclavage par les charlatans qui manipulent le warp. Chaque psyker est une porte ouverte vers les enfers. Et toi, frère, tu veux que nous bâtissions notre avenir sur des portes béantes ? Ces mots furent suivis d'un rugissement approbateur de la part de nombreux guerriers présents. Russ n'était pas un orateur raffiné, mais sa voix portait l'expérience brute d'un chasseur qui avait traqué la bête. Pour lui, le warp n'était pas un outil à comprendre, mais une menace à abattre. Mortarion prit la parole à son tour. Le seigneur de Barbarus, au teint livide et au regard assombri par les brumes toxiques de son monde natal, n'avait pas besoin de hausser le ton. Sa voix glaciale suffisait à glacer le sang. Je connais le vrai visage de la sorcellerie. J'ai grandi sous le joug de nécromanciens qui utilisaient ces mêmes pouvoirs pour asservir et torturer les innocents. J'ai vu leurs promesses de protection et j'ai vu leurs mensonges, toujours suivis de peste et de chaînes. Chaque psyker croit qu'il maîtrise le warp. Mais toujours, c'est le warp qui finit par le dominer. Pour Mortarion, il n'existait pas de différence entre un sorcier tyrannique de Barbarus et un librarius impérial. Tous étaient condamnés à être corrompus, tôt ou tard. Enfin, Rogaldorn, stoïque et impassible, se leva. Là où Russ parlait avec la rage et Mortarion avec la rancune, Dorn s'exprimait avec une froideur militaire. Son armure dorée reflétait les flammes des torches, et sa voix tranchait comme le fer. Il n'est pas question de peur ni de haine. Il est question de discipline. Un empire doit être bâti sur des fondations solides. Les psykers, par leur nature même, sont instables. Comment confier la sécurité de l'Imperium à des forces que nous ne contrôlons pas totalement ? Le rôle des légions est d'imposer l'ordre, pas de jouer avec l'imprévisible. Nous avons besoin de certitude, pas de risque. Dorn ne haïssait pas les psykers avec la même intensité que Russ ou Mortarion, mais sa condamnation n'en était pas moins ferme. Pour lui, leur simple présence constituait une faiblesse stratégique, un point de rupture dans l'édifice qu'il voulait invincible. Ces trois voix, si différentes dans leur ton et leur origine, convergèrent en une seule conclusion. Les psykers étaient une menace. Les Space Marines devaient être des guerriers purs, libérés de toute contamination. Le warp n'était pas une ressource mais un abîme. Dans les gradins, l'assemblée se divisa. Certains acclamaient Magnus comme un prophète visionnaire. D'autres rugissaient leur approbation aux paroles de Russ, Mortarion et Dorn. Le concile de Nicaea, qui devait apporter clarté et unité, ne faisait que révéler la profondeur des fractures. Au centre de la salle, l'empereur observait, silencieux. Son regard, impénétrable, scrutait ses fils tandis qu'ils s'accusaient et se condamnaient mutuellement. Le verdict approchait, et chacun savait qu'il scellerait plus qu'un simple débat. Il déciderait du futur de l'Imperium, tout entier. Lui seul pouvait trancher entre les visions irréconciliables de ses fils. Lui seul détenait l'autorité pour sceller le sort des psykers dans l'Imperium. L'empereur se leva. Sa silhouette dorée, plus imposante que n'importe quel primarque, semblait emplir tout l'amphithéâtre. Sa voix, grave et limpide, résonna dans les voûtes de marbre comme une sentence venue d'un autre âge. L'Imperium ne peut tolérer la corruption, fût-elle dissimulée sous le nom de savoir. Les psykers sont une porte ouverte sur le warp, et le warp est un océan de damnation. Vous avez entendu vos frères, leurs avertissements et leurs plaidoiries. Je ne nie pas que certains psykers servent déjà notre cause, mais je ne permettrai pas que les légions, colonne vertébrale de mon œuvre, soient entachées par l'ombre. Le jugement était clair. Les Librarius seraient dissous. Plus aucun Space Marine n'aurait le droit de pratiquer les arts psychiques au sein de sa légion. Ceux qui avaient apporté ce titre devraient renoncer à leur pouvoir et reprendre leur place comme guerriers ordinaires. La psyché ne serait plus une arme de l'Astarte. L'empereur poursuivit en se tournant vers Magnus. « Toi, mon fils, tu as parlé avec éloquence. Mais ton avidité de savoir est un danger plus grand encore que l'ignorance.
Tu crois que tu maîtrises l'immatériel. Mais nul ne peut enchaîner le warp sans en être marqué. Je ne t'abandonne pas, mais je t'interdis de poursuivre sur ce chemin. L'obéissance à ce décret sera ta preuve de loyauté. Un murmure parcourut l'assemblée. Magnus, le grand défenseur des Psykers, venait d'être publiquement condamné. Son regard flamboyant vacilla un instant, et derrière sa dignité apparente, ses frères perçurent une blessure profonde. Ce n'était pas seulement sa vision qui venait d'être rejetée, c'était son être même, son identité forgée dans l'étude du warp, que son père venait de réduire à néant. Les autres primarques accueillirent la sentence, chacun à leur manière. Russ et Mortarion rugirent à leur approbation, satisfaits de voir confirmer leur haine viscérale de la sorcellerie. Dorn acquiesça en silence, voyant dans ce décret un renforcement de la discipline. Guilliman et Ferrus Manus, plus modérés, se rangèrent à l'autorité paternelle sans enthousiasme. Quant à Sanguinius et Vulcan, leurs visages restèrent graves, conscients du prix humain que cette décision allait coûter à leurs frères Thousand Sons. Ainsi, la volonté de l'empereur fit loi. Le concile de Nicaea se conclut par un ordre irrévocable. Désormais, toute pratique psychique serait bannie des légions Astartes. Pour certains, ce fut une délivrance, la garantie que l'Imperium resterait pur, à l'abri des corruptions du Warp. Pour d'autres, ce fut une mutilation, une cécité imposée à une humanité qui avait enfin commencé à comprendre son véritable potentiel. Mais nul ne doutait, en quittant Nicaea, que la blessure morale infligée à Magnus le Rouge ne cicatriserait jamais. Et dans cette fissure, invisible encore, le chaos avait déjà trouvé une ouverture. La décision de l'empereur ne se limita pas à l'interdiction des Librarius. Le décret impérial, solennellement proclamé dans les salles de marbre de Nicaea, portait en lui une réforme profonde des légions Astartes. Car si les Psykers étaient bannis, il fallait leur substituer une autre forme de guide spirituel, un garant inébranlable de la discipline et de la foi. C'est ainsi que naquit l'institution des chapelains. Inspirée par les recommandations de Lorgar, le primarque des Wordbearers, cette fonction fut instaurée officiellement à la suite du concile. Les chapelains seraient les gardiens de l'orthodoxie, les surveillants inflexibles chargés de veiller à ce qu'aucune pratique psychique ne souille les légions. Armés non seulement de leur bolter et de leur Crozius Arcanum, mais aussi d'une autorité spirituelle directe conférée par l'empereur, ils devinrent les censeurs et les pasteurs de leurs frères. Chaque légion reçut l'ordre d'intégrer ces nouvelles figures dans sa structure. Les chapelains portaient une armure noire, parfois ornée de crânes, et leur présence incarnait autant une protection qu'une menace. Protection contre la tentation du Warp, menace pour ceux qui oseraient enfreindre l'interdit. Dans les rangs des légions, leur apparition fut accueillie de manière contrastée. Beaucoup virent en eux des guides nécessaires, capables d'offrir une colonne vertébrale morale aux Astartes, des guerriers déjà forgés par le combat mais désormais liés par un devoir spirituel. Les chapelains se dressaient comme des bastions contre la faiblesse intérieure, exhortant leurs frères à tenir ferme dans la pureté de l'Imperium. Mais d'autres, plus cyniques, y virent un instrument de surveillance, car derrière leur rôle de mentor, les chapelains étaient aussi des inquisiteurs internes, placés pour traquer la déviance. Leur autorité dépassait parfois celle des capitaines de compagnie, et nul Astartes ne pouvait contester un jugement prononcé en leur nom. Cette nouvelle institution changea durablement la culture des légions. Là où les Librarius avaient incarné l'ouverture vers la connaissance et le pouvoir du Warp, les chapelains représentaient la fermeture, le dogme et la vigilance constante. Ils enseignaient la haine du sorcier, la méfiance envers toute pratique suspecte, et surtout, l'obéissance absolue à l'empereur et à sa vision. Le paradoxe, que peu remarquèrent à ce moment, était cruel. L'idée même d'instituer des chapelains venait de Lorgar, celui dont la dévotion excessive à l'empereur avait déjà été condamnée par le passé. Ces Wordbearers, humiliés sur Monarchia pour avoir vénéré l'empereur comme un dieu, venaient d'offrir à leur père une structure quasi-religieuse qui allait s'enraciner dans toutes les légions. Ironie sombre de l'histoire, l'empereur qui refusait le culte personnel venait d'instituer, par nécessité, un ordre de prêtres guerriers chargés de défendre la pureté de son œuvre. Les chapelains prirent donc leur place dans les rangs,
Crozius levés, visages impassibles derrière leur crâne d'onyx. Et dès ce jour, chaque Space Marine sut qu'il ne combattait plus seulement sous le regard de ses capitaines et de son primarque, mais aussi sous l'œil vigilant d'un gardien noir, dépositaire d'une autorité spirituelle nouvelle. Ainsi, la victoire des antipsycheurs ne se limita pas à un bannissement. Elle créa une institution destinée à graver leur triomphe dans la chair même des légions. Et dans cette mutation silencieuse, les fondations de l'hérésie se raffermissaient, car si les psycheurs avaient perdu leur place, la suspicion et la division, elles, venaient de gagner un ancrage durable. Lorsque l'empereur prononça son décret et condamna les librarius, ce ne fut pas seulement une réforme militaire, ce fut une condamnation personnelle, et nul ne le ressentit plus douloureusement que Magnus le Rouge. Le maître de Prospero, dont la vie entière avait été consacrée à la recherche et à la compréhension des arcanes du Warp, vit en un instant son œuvre réduite à néant. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il avait enseigné à sa légion, était désormais frappé d'interdit. Ses fils, les Thousand Sons, qui avaient trouvé dans l'étude et la discipline psychique leur raison d'être, se retrouvèrent stigmatisés comme des hérétiques potentiels. Aux yeux de Magnus, c'était une humiliation publique. Devant ses frères, devant ses guerriers, devant l'impérium entier, son père avait rejeté non seulement sa doctrine, mais aussi son identité. Et derrière l'autorité glaciale de l'empereur, Magnus perçut une chose plus cruelle encore. La méfiance, l'amour paternel dont jouissait Horus, l'admiration que suscitait Sanguinius ou Guilliman, lui semblaient lui être refusées, remplacées par une surveillance soupçonneuse. Dans les rangs des Thousand Sons, la douleur ne fut pas moindre. Beaucoup de leurs frères Space Marines ressentaient déjà à leur encontre une méfiance viscérale, les voyant comme des sorciers dissimulés dans l'armure d'Astarte. Le décret impérial vint confirmer ces préjugés. Là où ils avaient espéré être reconnus comme les pionniers d'un avenir nouveau, ils se retrouvèrent réduits au silence et à la honte. Pour Magnus, cette blessure se transforma en rancune. Il ne renia jamais son amour pour son père, mais dans son cœur s'ouvrit une faille profonde, un doute qui ne cesserait de croître. L'empereur était-il vraiment celui qu'il croyait? Était-il le visionnaire qui guiderait l'humanité vers la vérité, ou un tyran aveuglé par la peur et prisonnier de sa propre autorité? Cette fracture intérieure se doubla d'un orgueil meurtri, car Magnus, convaincu de son savoir et de sa clairvoyance, voyait dans le décret de Nicaea non pas une protection, mais une erreur tragique. Il se persuada que, tôt ou tard, l'impérium aurait besoin de ce qu'il seul pouvait offrir. Et lorsque ce moment viendrait, il serait prêt, fût-ce en défiant l'ordre de son père. C'est dans cette blessure que le chaos trouva prise. Les dieux du Warp, tapis dans les ombres, n'avaient pas besoin de séduire Magnus par des promesses mensongères. Il suffisait d'exploiter sa douleur et son orgueil. Le sentiment d'être incompris, trahi, humilié, voilà ce qui le pousserait, pas à pas, vers une route sans retour. Nicaea aurait pu être le sommet d'une unité fraternelle. Elle devint au contraire le germe d'une discorde irréversible. Car ce jour-là, Magnus le Rouge cessa d'être le fils loyal et devint l'enfant blessé. Et dans cette faille ouverte, l'hérésie trouvait déjà son ferment. Mais cette scène n'était pas sans précédent, car bien avant Nicaea, un autre fils avait déjà connu la même désillusion, un autre esprit, brûlé par la même incompréhension. Son nom était Lorgar Aurelian, et son péché n'avait pas été la sorcellerie, mais la foi. Avant la honte de Magnus, il y avait eu l'humiliation de Monarchia, et dans la cendre de cette cité parfaite, un autre feu avait commencé à couver, un feu qui, bien des années plus tard, allait embraser la galaxie. Lorgar n'était pas un conquérant comme les autres. Là où ses frères voyaient des empires à soumettre, lui voyait des âmes à élever. Sous sa direction, la 17e Légion, les World Bearers, ne se contentait pas de pacifier les mondes. Elle y apportait un message de rédemption, de foi, d'unité spirituelle. Là où passait Lorgar, les peuples asservis ne voyaient pas seulement des Space Marines en armure, mais des apôtres de lumière,
des prêtres de chair et d'acier. Et au centre de cette foi nouvelle se dressait une vérité que l'empereur lui-même refusait d'entendre. L'humanité avait besoin de croire. Et dans son esprit, nul n'était plus digne d'être vénéré que son père. Ainsi, au fil des campagnes, la Légion du Verbe éternel bâtit des sanctuaires, grava des hymnes, propagea une ferveur qu'aucune autre légion n'égala. Et sur le monde de Karaatan, elle érigea le joyau de cette dévotion, Monarchia, la cité parfaite. Monarchia s'étendait comme une prière sculptée dans la pierre. Ses avenues blanches convergeaient vers un temple central, dont les dômes d'argent reflétaient la lumière des soleils jumeaux. Les murs portaient les versets de la vérité impériale, réécrite selon la foi de Lorgar. Les statues de l'empereur dominaient chaque place, chaque fontaine. Les processions parcouraient la ville du matin au soir, psalmodiant les louanges du maître de l'humanité comme à un dieu vivant. Pour Lorgar, Monarchia n'était pas une hérésie, mais un hommage. Il croyait sincèrement glorifier la mission de son père. Mais ce qu'il voyait comme un acte d'amour, l'empereur y vit un affront. Depuis le trône de Terra, l'empereur observait la croisade de Lorgar avec un mélange de fierté et de trouble. Il avait fondé l'impérium sur une idée unique, la vérité impériale, un humanisme absolu, dénué de superstition, affranchi des dieux et des cultes. L'humanité, disait-il, devait s'élever par la raison, non par la foi. Or voilà qu'un de ses fils les plus éloquents, l'un des plus aimés, bâtissait en son nom une religion galactique. Chaque monde conquis par les Wordbearers rallumait les flammes de la croyance. Chaque temple devenait un défi au principe même de l'impérium. Pour l'empereur, c'était inacceptable. Il y voyait la menace la plus insidieuse, non pas celle des Xénos, ni celle du Warp, mais celle du mythe. Et le mythe, il le savait, engendre toujours les ténèbres. Alors, le décret fut prononcé. Un châtiment exemplaire devait rappeler à toute la croisade ce qu'était la vérité impériale. L'empereur envoya Robut Guilliman et la 13e Légion, ses ultramarines, exécuter la sentence. Avec eux, un détachement de custodes, afin que nul ne puisse douter de l'autorité du jugement. Lorsque les croiseurs de Macragge se présentèrent dans le ciel de Monarchia, les habitants crurent d'abord à une visite d'honneur. Ils dressèrent des bannières, chantèrent des hymnes. Puis le tonnerre des bombardements déchira le jour. Les dômes d'argent fondirent. Les statues de l'empereur s'effondrèrent dans des nuées de cendres. Les processions furent anéanties sous les tirs orbitaux. La cité parfaite brûla en silence. Ses murailles, symboles de dévotion, furent rasées jusqu'à la dernière pierre. Quand les flammes s'éteignirent, il ne resta plus que la poussière et la honte. Les Wordbearers furent rassemblés sur la grande esplanade. Lorgar s'y tenait, tête haute malgré l'humiliation. Derrière lui, son œuvre gisait en ruine. Devant lui, l'empereur descendit du ciel, auréolé de lumière. Il s'avança lentement, suivi de Malcador et des custodes, et s'adressa à son fils agenouillé. « Tu m'as adoré comme un dieu, dit-il. Mais je ne suis pas un dieu, je suis ton père et ton seigneur. Tu as détourné la vérité pour nourrir le mensonge. Tu apprendras désormais la discipline, non la prière. » Les mots tombèrent comme un verdict. Et l'ordre fut donné. La 17e Légion se relèverait désormais sous surveillance. Partout où iraient les Wordbearers, des custodes les accompagneraient. Leurs ailes devaient être brisées, leur foi réduite à néant. Ce jour-là, Lorgar plia le genou. Mais il ne se soumit pas. Sous la poussière et la honte, il jura en silence qu'un jour, la vérité du divin serait restaurée. Que si l'empereur refusait d'être adoré, alors d'autres dieux prendraient sa place. Ainsi commença la lente corruption de la 17e Légion. De la ruine de Monarchia naquit une foi nouvelle, dissimulée, patiente, venimeuse. Lorgar prêcha désormais dans le secret, cherchant dans le Warp les puissances qui combleraient le vide laissé par son père. Autour de lui, deux figures veillaient et murmuraient. Cor Phaéron, le prêtre qui l'avait élevé, et Erebus, son premier chapelain, érudit, charismatique et perfide.
Ces deux hommes furent les premiers à nommer ce que Lorgar n'osait encore prononcer, les dieux du chaos. Ils parlaient d'eux comme des vérités anciennes, comme les véritables architectes de l'immatériel. Et ils promirent à leur primarque qu'un jour, ces dieux offriraient à l'humanité ce que l'empereur lui refusait, la foi, la transcendance, la puissance. Pendant des années, les Wordbearers portèrent ce masque. Ils obéissaient, prêchant la vérité impériale en apparence, tout en bâtissant dans l'ombre un nouvel évangile. Aucun primarque ne les dénonça. Certains, comme Dorn ou Gilliman, se méfiaient, mais sans preuve. D'autres les croyaient sincèrement repentis. Mais dans le secret de leurs croiseurs, Erebus et ses prêtres murmuraient des litanies interdites, tissaient des pactes invisibles, gravèrent des runes sur les autels de guerre. Et lorsque l'occasion se présenterait, ils sauraient tout frapper. Monarchia fut réduite à néant, mais sa destruction résonna à travers tout l'Imperium comme un coup de tonnerre. Ce fut le premier schisme moral au sein des légions. Pour la première fois, un primarque avait douté de la sagesse de son père, et son ressentiment allait s'enraciner comme un poison lent. Car ce jour-là, quelque chose changea à jamais dans le regard des fils de l'empereur. Ils comprirent qu'ils pouvaient punir, humilier, briser, qu'ils n'étaient pas infaillibles. Et parmi eux, certains commencèrent à se demander si l'empereur méritait vraiment l'amour qu'il lui portait. Monarchia ne fut pas seulement la chute d'une cité. Ce fut la naissance d'une foi nouvelle, une foi tournée non plus vers la lumière, mais vers l'ombre. Et dans cette ombre, Erebus attendait son heure. Car pour renverser un dieu, il fallait d'abord corrompre un ange. Ainsi s'acheva le drame de Monarchia. Les cendres de la foi brûlaient encore. Mais la croisade, elle, continuait. Les flottes impériales reprirent leur marche à travers les étoiles, et tandis que les Wordbearers tramaient dans l'ombre, l'Imperium semblait plus fort que jamais. Après Ulanor et le concile de Nicaea, l'Imperium reprit sa marche inexorable. Les légions, sous l'autorité d'Horus, désormais maître de guerre, continuaient de soumettre monde après monde. Mais derrière la façade de gloire, les tensions se creusaient. Les décisions de l'empereur, son retrait vers Terra, les rancunes nées de Nicaea, tout cela formait une toile fragile, prête à se déchirer. C'est dans ce climat que survint l'affaire de Davin. Davin n'était pas un monde majeur, ni une forteresse titanesque, ni même une étape essentielle pour l'expansion impériale. C'était une planète périphérique, à la civilisation arriérée, jadis pacifiée par l'Imperium. Une mission banale, presque routinière, écraser une rébellion locale et restaurer l'autorité impériale. Aux yeux d'Horus, il ne s'agissait que d'un déploiement mineur, indigne d'un maître de guerre. Mais cette campagne allait devenir le point de rupture, car la rébellion de Davin n'était pas ce qu'elle paraissait. Derrière l'apparente insurrection tribale se cachait une corruption plus sombre, une infection qui n'avait rien d'humain. Le système avait été insidieusement perverti par les agents du chaos, et plus particulièrement par les manigances d'Erebus, chapelain noir des Wordbearers. Depuis longtemps, Lorgar et ses fils avaient juré de se venger de l'humiliation infligée par l'empereur sur Monarchia. Davin offrait l'occasion rêvée d'une vengeance subtile, une plaie dissimulée sous l'apparence d'une simple rébellion. Lorsque la flotte lunaire d'Horus arriva en orbite, les premiers rapports faisaient état d'un gouverneur corrompu et d'armées locales, infestées d'une étrange ferveur religieuse. Les temples rebelles, décrits comme des sanctuaires païens, avaient été construits récemment, ornés de symboles incompréhensibles. Mais rien de tout cela ne paraissait extraordinaire aux yeux du maître de guerre. L'Imperium avait rencontré 1000 fois des cultes fanatiques dans sa croisade. Davin ne semblait être qu'une de ses innombrables tâches à accomplir. Horus ne se doutait pas qu'il marchait vers le piège le plus perfide de sa vie. Car tout avait été préparé. La rébellion n'était qu'un théâtre, et le monde entier, une scène dressée pour frapper le fils préféré de l'empereur au cœur même de sa chair. Les Wordbearers avaient semé les germes de la corruption. Les cultes locaux avaient fleuri, et dans les marais fétides de Davin attendait une arme bien plus ancienne et plus dangereuse, une lame anathémique, forgée dans les ténèbres du Warp. Ainsi, ce qui devait être une mission banale, pacifier un monde périphérique, allait devenir l'épisode où Horus Lupercal,
le maître de guerre, rencontrerait son destin, car derrière la poussière de cette rébellion insignifiante, les dieux du chaos se tenaient à l'affût. Et c'est ainsi que commença la fin. Car sur un monde oublié, loin du regard de l'empereur, le fils préféré de l'humanité allait bientôt être frappé, non par la lame d'un ennemi, mais par le venin d'un frère.